Bonjour, Jean-Pierre Vercamer, je fais partie du cabinet Deloitte dans lequel je suis présent depuis un peu plus de 35 ans et je suis associé responsable du département audit sur les associations et les fondations. Notre rôle premier, c'est d'être commissaire aux comptes et donc de certifier les comptes et d'accompagner ces structures-là dans la transparence financière et de ce que l'on peut offrir comme vision par rapport au monde extérieur. Et puis certains départements que l'on ne fait pas lorsque l'on est commissaire aux comptes, mais où on peut intervenir en matière de consulting, d'ingénierie financière, d'assistance, à la fois d'expertise comptable, à la fois de montage financier en tant que structure associative et fondation, et de conseil, parce que la vie est difficile pour tout le monde, mais principalement pour le secteur associatif dans cette période un peu délicate sur le plan économique. Donc on a toujours le financement public, le financement par le biais de dons et le financement privé qui tourne surtout autour du mécénat d'entreprise. Je pense qu'on a les mêmes composantes, par contre elles sont en train de bouger de façon extrêmement importante au cours des derniers mois. Et là on a vraiment un souci d'adaptabilité du secteur associatif par rapport à cette modification de structure, de sources de financement, dans le sens où les financements du secteur public diminuent entre 0 et moins 15% dans un certain nombre de cas, ce qui met certaines structures associatives parfois en vraie difficulté. Beaucoup de naissances, mais beaucoup de mortalité au niveau du secteur associatif français notamment. Les dons, on a cru que l'année 2001, 2002, 2007, 2008 étaient des années difficiles. Ça n'a été rien en comparaison avec ce qui s'est passé en 2012, où pour la première fois, on a découvert que sur des associations qui font appel à la générosité du public, pour la première fois, on avait des chiffres négatifs en matière de collecte. Et puis les entreprises, comme tout le monde, sont en train, peut-être un peu le nez dans le guidon, d'essayer de sauvegarder leur situation financière et leur propre compte de résultats. Et on s'aperçoit qu'il y a une tendance à donner un peu moins au secteur associatif qu'il ne le faisait par le passé. La solution, c'est celle que j'ai partagée dans une conférence ce matin, qui est d'essayer de parler d'un fundraising. Alors c'est un terme anglais, mais qui est fortement repris aujourd'hui. On entend le fundraising classique, le street fundraising, c'est l'argent que vous allez collecter dans la rue. Le crowd fundraising, qui est d'appeler à tous les mécènes, tous les anciens élèves, tous ceux qui sont passés par telle école, dans telle entreprise, et d'essayer de façon un peu décomplexée, j'allais dire à l'anglo-saxonne, ce que font très très bien les Américains, d'essayer d'aller chercher de l'argent, mais pas avec notre pudeur latine ou française. L'argent n'est pas péché, à partir du moment où il est apporté à un objet associatif, mais véritablement d'essayer de transcender un peu la manière d'aller collecter de l'argent. Alors j'ai fait ce matin un parallèle entre un pôle universitaire qui était venu me trouver avec beaucoup de gentillesse, qui était de me dire, voilà, j'ai réussi à collecter 50 000 € de la part de mes anciens élèves pour essayer d'avancer dans les projets de recherche que je peux avoir et de qualité d'enseignement. Et dans le même temps, j'avais lu dans un article de presse il n'y a pas très longtemps qu'une école à Chicago, une université, avait réussi à collecter plus de 30 millions de dollars en quelques mois. Et je me dis que si outre-Atlantique on est capable de le faire, on devrait pouvoir le faire aussi au niveau européen. Je peux en prendre 3 ou 4. On peut même commencer curieusement par des pays qui s'ouvrent aujourd'hui au secteur associatif, qui n'étaient pas très habitués à fonctionner avec ce type de structure. Je pense à un certain nombre de pays de l'Est, qu'on appelle les pays dans le modèle oriental. C'est la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie. Et ces pays-là sont en train de s'ouvrir à la notion de bénévolat. Donc ils découvrent ce genre de choses. Ils ont mis en place des organismes de promotion du bénévolat, avec des campagnes de promotion. Certains pays sont même, je dirais, très volontaires dans le domaine, puisque pour acquérir des points retraite, ils sont prêts à dire, si vous travaillez à plus que mi-temps dans un certain nombre de structures associatives, vous pourrez acquérir des points retraite. Donc ça peut avoir, dans les moments que l'on vit en ce moment, un véritable attrait. La Chine, qui s'ouvre complètement au secteur associatif, est en train un peu de révolutionner la manière de se conduire de ce que j'appellerais en continuité d'exploitation. Elle dit, pour pouvoir travailler dans le secteur associatif, on vous demande d'avoir des réserves obligatoires pour arriver à financer votre exploitation d'association sur le long terme et arriver à financer les contrats salariés. Et je crois que c'est vrai, il y a tellement de mortalité, par exemple, au niveau de la France sur le secteur associatif. C'est très triste de voir un très bel objet associatif naître et de le voir s'épuiser tout simplement parce qu'il n'y avait pas de fonds associatifs au démarrage, on dirait dans le secteur commercial des capitaux propres. Et au bout de 3-4 ans, on s'épuise à faire des frais de collecte en matière de dons, à faire des frais de prospection. Et pendant ce temps-là, vous ne faites pas de frais de mission sociale et vous n'êtes plus dans le droit fil de votre organisation. Vous vous faites rattraper par la Cour des comptes, vous vous faites rattraper par l'administration fiscale et vous vous faites rattraper par les donateurs qui n'ont pas envie de donner 100 € pour en voir 70% dépensés dans des frais de collecte. Donc la Chine a dit, vous pouvez y aller, mais il faut au moins que vous ayez un minimum de fonds de roulement pour pouvoir avoir une pérennité dans le temps.
Après, on peut trouver dans un certain nombre de pays des initiatives d'incitation en matière de fiscalité, qui est de dire, quand j'ai un programme prioritaire, alors on est plutôt très bien loti au niveau de la France avec un système de réduction d'impôts, de déduction qui est déjà véritablement fort, mais on pourrait se dire, on pourrait encore peut-être aller au-delà avec des programmes qui sont jugés prioritaires, en ne permettant pas une déduction à hauteur de X, mais en faisant peut-être 100% de déduction, parce que protection de l'environnement indispensable, parce que des gros problèmes en matière de recherche, en matière d'innovation, en matière de santé, et de se dire, je suis État français, je ne peux pas, à titre personnel, m'engager dans cette voie-là parce que les finances sont ce qu'elles sont, mais si tous les mécènes de ce monde, de cet État français, où tous les donateurs voulaient aller dans ce sens-là, on peut peut-être vous encourager davantage par encore des incitations fiscales supplémentaires. Donc voilà, quelques exemples de choses qui existent à l'étranger qu'on pourrait retransposer à l'échelon national. Je crois que la reconnaissance, c'est le premier mot que je voulais utiliser. Je pense que les anglo-saxons font ça très bien. Dans leur propre rapport de gestion, il y a énormément de retours, pas simplement sur la qualité financière d'une association, à la limite ça n'est que la normalité, mais il y a un retour sur l'efficacité apportée par l'ensemble des salariés et surtout des bénévoles qui sont à l'initiative de la création d'une association, et l'efficacité ressort énormément de l'ensemble de ces rapports. Je ne connais personne en termes de nature humaine qui ne soit pas content lorsqu'il y a un minimum de reconnaissance, un simple merci sur le temps et l'énergie apportée à un concours associatif. Donc je pense que le premier mot, c'est la reconnaissance. Après, on peut essayer d'avoir une formation de qualité aussi, qui rassure le bénévole sur le temps qu'il peut passer au niveau d'une structure. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une judiciarisation des affaires qui augmente, alors qui est peut-être venue d'outre-Atlantique, mais qui est vraiment arrivée au niveau européen. Et on découvre de plus en plus de litiges, de contentieux, de problématiques au niveau purement social qui mettent en fait à mal la pérennité, la continuité de l'association. Et je pense que ça vient malheureusement de formations qui ne sont pas suffisamment cohérentes, structurées, professionnelles dans ce domaine-là. Quand on est bénévole, ce n'est pas pour cette raison-là qu'on fait une comptabilité sur un coin de table. Ce n'est pas pour autant qu'on commence à travailler sur un sujet qui touche par exemple la santé et l'éducation des enfants, qui sont deux secteurs extrêmement sensibles, et on se dit je vais faire quelques heures, quand je serai fatigué, je partirai. Il faut véritablement qu'on soit des professionnels à 100% dans ce domaine-là. Un bénévole n'est pas un amateur, un bénévole est véritablement un professionnel qui le fait à titre gratuit et de façon désintéressée pour l'association. Donc je crois que la reconnaissance, une formation professionnelle de très haut vol, et puis je dirais une qualité de prestation, un engouement, une énergie dépensée pour l'objet associatif dans lequel on est. La tendance de la société aujourd'hui est un peu d'être consommatrice, donc on vient, il y a un vrai engouement. Au bout de 6 mois, on part. Je pense que l'engagement à rester sur un moyen long terme au niveau d'une association fait aussi partie du bagage que l'on devrait avoir pour un bénévole.